Yop tout le monde, c'est Kevin Dale de la team Red Ribbon TCG. Aujourd'hui, je vais vous présenter la decklist avec laquelle j'ai remporté la Card Market Series Paris qui s'est déroulée du coup il y a de cela 2 semaines. Euh, Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Première chose, c'est je vais vous parler du leader. Pour ceux qui ne savent pas, du coup, j'ai joué Piccolo dans une variante tricolore qui est une variante un peu plus défensive que les autres variantes qui existaient, notamment la variante Piccolo Zamasu. Mais déjà, le premier choix que j'ai fait, c'était le leader. J'ai longtemps hésité avant de partir sur Piccolo. Au final, j'ai dû vraiment me rendre compte que le leader est extrêmement fort. Et je ne vais pas rentrer en détail dans les points forts et points faibles du leader, notamment. Si vous voulez vous intéresser plus à cela, vous pouvez voir l'analyse de deck que j'ai fait sur ce leader. Mais vraiment, la sélection que le leader apporte dans sa pioche et le CA qu'il apporte est vraiment très intéressant dans une optique défensive où vraiment le CA est très très important quand on essaye de tirer une game vers la longueur. Du coup, j'ai joué une variante tricolore. Déjà, en bleu-vert, j'ai simplement joué un package qui est très général, très commun à quasiment tous les decks Piccolo, ou même quasiment commun à tous les decks bicolores bleu-vert qu'on a pu trouver dans la méta, qui est déjà en premier lieu composé des cartes extra, qui sont du coup les dimensions magiques, x4, c'est un leader bleu, cette carte est vraiment très forte, autant en profiter. Les 4 Senzo qui sont très très forts, qui nous servent offensivement comme défensivement, que ce soit ça pour ajouter de la puissance à nos cartes de combat ou notre leader pour nos attaques ou pour notre défense, ou alors même pour cette énergie supplémentaire qu'il nous apporte pour étendre nos plays, que ce soit en augmentant le nombre d'arrivales que l'on peut faire durant un tour ou, euh, ou toute autre chose. Et la troisième carte extra qu'on a joué, c'était les potentiels latents. Déjà, en commençant par les negates, j'ai joué du coup les 4 dimensions magiques et les 2 Master Roshi à côté de ça. Les negates étaient quand même très forts dans ce format, puisque il y avait pas mal de decks où vous allez, même en early, lâcher une petite negate pour limiter l'impact que pouvait avoir votre adversaire. Que ce soit notamment par exemple contre du Piccolo Surge ou contre du Goku Surge, vous allez simplement contrer l'attaque de leur leader en early, puisque en annulant leur attaque, ils n'entraient pas en phase de combat, et du coup ils ne pouvaient pas lâcher des arrivales, ou que ce soit, si c'était un Piccolo Zamasu par exemple, ils ne pouvaient pas du coup pour deux jouer son Goku Black. Un Surge Coup, vu qu'il ne rentrait pas en phase de combo, il ne pouvait pas comboter avec un Goku pour ensuite le sortir, le sortir après la phase de combo, etc. Du coup, avoir vraiment ce package Syndicate m'a beaucoup aidé durant le week-end. À côté de ça, voilà, comme dit les Katsenzo, je vais pas aller plus en détail. Et du coup, il y a eu le package de contre-mise en jeu qui était composé de 3 potentiels latents et de 3 Vegeta cruels. Avec à côté de ça aussi 2 Gokui drop 4 qui eux étaient un peu pour les cartes d'énergie supérieures à 4. Et il y avait aussi le Champa en jaune qui eux était là dans le cas où le Goku I coûtait trop cher, où j'avais pas les 4 énergies disponibles pour jouer le Goku I. Pourquoi avoir choisi ce ratio de 3 potentiels latents, 3 Vegeta? Dans les decklists jouées par les autres joueurs, ou même par les joueurs US, joueurs FR, on retrouve souvent 4 potentiels latents. Et c'est vraiment quelque chose qui est, selon moi, compréhensible, puisque cette carte est extrêmement forte. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'elle fait, du coup, contre mise en jeu, si votre leader est vert, si la carte de combat jouée par votre adversaire a un coût d'énergie de 4 ou moins, elle est placée dans la zone de dispersion au lieu d'être jouée, et ensuite vous allez pouvoir untap une énergie. Du coup, certes, vous devez avoir 2 énergies pour la jouer, mais elle ne vous coûte qu'une seule énergie. Et elle empêche la carte d'énergie de 4 ou moins d'être jouée. Du coup, c'est une carte qui est vraiment très forte. Cependant, venant à ce CMS, il y avait vraiment une carte que je pensais allait être extrêmement jouée et extrêmement forte. Et au final, c'était le cas. C'était Tao Pai Pai. Pour ceux qui n'ont pas suivi le ruling,
si votre adversaire a Tao Pai Pai sur le board et qui joue une carte de combat et que vous mettez un potentiel latent dessus, bah, sa carte de combat est considérée comme allant de sa main dans sa zone de dispersion. Du coup, vous aurez dû défausser, même Warp, je crois, avec Tao Pai Pai, 3 cartes de votre main. Et du coup, à partir de là, j'ai préféré diminuer, même déjà en main, le nombre de potentiels latents, quitte à jouer plus autour de Vegeta Cruel, puisque même sans ce facteur Tao Pai Pai, certes, potentiel latent est intéressant dans le sens où les effets de mise en jeu ne se font pas vu que la carte n'arrive pas en jeu. Autre facteur aussi intéressant avec potentiel latent, c'est que ça touche également les cartes ayant barrière. Mais Vegeta Cruel, lui, m'apportait autre chose. Déjà, ça me coûtait 2 énergies, c'est certes un de plus que potentiel latent, mais c'était toujours très correct. Pour 2 énergies, du coup, j'avais une 15k sur le board, ce qui m'aidait soit à mettre de la pression au leader adverse ou alors à gérer les cartes de combat adverse. Et puis ça apportait aussi un côté destruction de main qui reste quand même intéressant et qui combotte du coup aussi très bien avec l'effet de mon leader en éveillé où du coup je peux si j'ai 3 points de vie au moins et que j'enlève une carte sous le leader, je peux faire warp 2 cartes de la main adverse. Du coup, honnêtement, potentiel latent est une carte très très forte, mais Vegeta Cruel, à mes yeux, me semblait un meilleur choix pour la longueur. C'est pour ça que j'ai aussi décidé d'en mettre un quatrième en side. À côté de ça, du coup, en carte bleu-verte, outre les potentiels latents, j'ai aussi mis 2 Android 21 Drop 5 qui sont très menaçants et juste l'existence de cette carte change la façon de jouer de mon adversaire puisque du coup il aura souvent tendance à garder au minimum 2 voire 3 points de vie parce que il jouera toujours ou quasiment tout le temps autour de cette carte. À côté de ça, j'ai aussi l'Android 21 Drop 8 qui elle ne m'a pas été très utile pendant le week-end, mais l'idée globale du deck c'était quand même d'avoir un main deck qui pouvait répondre qui pouvait au moins répondre vraiment face à quasiment tous les decks de la méta et mon but c'était de quasiment tout le temps pouvoir gagner la première game et ça a été le cas je crois à chacune de mes rounds sauf à un seul match mais Android 21 du coup le deck principal qui oblige cette carte à être dans mon main deck c'était Hachiek. Au final j'en ai affronté aucun mais en jouant bleu-vert si vous jouez cette carte en main vous avez quasiment auto-win contre Hachiek. Sauf s'il arrive vraiment à vous mettre énormément d'agression en early. Mais sinon, cette carte peut vraiment, à votre tour 8, vous la lâchez, vous allez simplement enlever toutes ces cartes de combat et toutes ces énergies. Et là, le joueur Hachiek aura quasiment. Ce sera quasiment impossible pour lui de revenir de là. Je l'ai quand même joué une seule fois durant tout le week-end. Cette carte, c'était contre un Piccolo Zamasu. Où du coup, la première game, il ne s'attendait pas à ça. Ou peut-être qu'il n'a pas joué autour. Ou peut-être qu'il n'avait simplement pas de réponse. Il avait du coup 3 Zamasu. Drop 7 sur le board et du coup j'ai hardcast Android 21 pour 8 et j'ai remis du coup ces énergies unicolores et ces 3 Zamasu dans son deck puisque pour ceux qui ne le savaient pas et mon adversaire ne le savait pas, Android 21 annule les effets des cartes de combat, c'est à dire qu'elle va annuler l'effet indestructible des Zamasu drop 7 et puis vu qu'ils n'auront plus indestructible, bah, rien ne les empêchera de quitter la zone de combat. Et voilà, et en dernière carte bicolore, aussi la Secret bien sûr qui est là, qui fait des games, je ne l'ai pas joué très souvent mais elle m'a notamment gagné une game contre Quentin en top 4. Et ensuite il y a les Android 17 qui sont les checklands du coup comme on dit, les cartes qui du coup si j'ai déjà une carte bicolore de ces couleurs là en énergie, elle arrive en mode action. Dans certaines versions, il y en a qui jouent seulement en x3. Moi j'aime vraiment bien en x4 puisque c'est un deck tricolore est toujours délicat en termes d'énergie. Surtout cette version-là qui nécessite d'un côté de l'énergie jaune, que ce soit pour mes Champa ou pour mes Broly Trop 6, pardon, et aussi le combo jaune que j'ai besoin pour proc mes rivales, mais ça j'en parlerai un peu plus tard. Et à côté de ça, j'ai besoin de bleu pour jouer mes Master Roshi, mes Negate, mes Sendu, mes potentiels latents, mes Janemba et mes Gokui, mais j'ai également besoin de beaucoup de vert puisque mes 2 rivales nécessitent du vert sans compter de mes Vegeta Cruel et de mes potentiels latents. Et du coup, dans un deck où j'ai qui a quand même à forte prédominance verte, c'est-à-dire que la plupart des énergies que je voulais charge c'était du vert, mais j'avais tout le temps besoin d'avoir du bleu et du jaune. Et du coup, avoir 4
Checkland, ça me paraissait vraiment primordial pour avoir plus de flexibilité dans la gestion de mes énergies. Puis, comme dit déjà en counterplay, j'avais aussi le Gokui. Gokui qui n'est pas hyper important dans la méta, mais c'est vraiment, il y a certains match-ups ou certaines cartes clés où vous serez toujours content d'avoir cette carte en main. Notamment, un des match-ups qui me faisait le plus peur, c'était. Un des match-ups où j'adorais le plus, c'était le deck de Allen qui jouait Piccolo Gogeta, où bah, je me retrouvais souvent dans le même problème, c'est que il avait souvent tendance à, dès qu'il avait le Sparkling, me faire Gogeta 7, et au tour d'après, il l'enchaînait avec un Food Drop 10, et le Gokui, euh, l'intérêt du Gokui dans ce match-up, du coup, c'était de, dès qu'il joue son Gogeta Drop 7, le remonter en main, et du coup, à partir de là, il aura beaucoup plus de mal à me finir derrière. Même si j'ai peu de cartes en main, j'arrive quand même à rattraper mon manque de cartes en main, et en lui enlevant cette grosse menace du board, ça me permet de survivre encore quelques tours. Et c'est pour ça que j'avais notamment un troisième en side. Les Janeba Drop 5, qui sont très très intéressants, surtout en mirror, puisque ils ne peuvent pas se faire counterplay, puisqu'ils sont. Certes, vous le jouez pour 1, mais ils ont 5 d'énergie. Et du coup, ils servent à appliquer de la pression. À côté de ça aussi, c'est utile contre Broly Surge, puisque Broly Surge, vous allez souvent. Contre Broly Surge, vous ne voulez pas l'attaquer. Vous ne voulez pas l'attaquer pour rien. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de carte de combat et que vous avez juste l'attaque de votre leader, vous n'allez pas l'attaquer parce qu'il va simplement out-combo, il va piocher avec l'effet de son leader et il aura rien perdu, il aura peut-être même fait du plus en main. Du coup, l'idée contre du Broly Surge, c'est notamment de tout le temps l'agresser avec plusieurs attaques. C'est-à-dire que il va peut-être en défendre une et du coup, il va piocher sur cette attaque-là, mais après, sur les autres attaques, bah, il sera soit obligé de les prendre, soit obligé de comboter, et dans ce cas là il va pas piocher puisque l'effet se fera seulement une fois par tour du leader, et du coup il va perdre à nouveau le CA apporté par son leader. Android 21, je vous ai déjà dit, la secret comme dit, elle est toujours intéressante. Il faut, dans la méta quand même, il y a beaucoup de cartes qui peuvent contrer cette secret, que ce soit contre du Surge Coup, notamment vous avez Deadly Poison, ou même contre Janeba aussi vous avez Deadly Poison. Contre tous les decks jaunes, vous devez tout le temps jouer autour d'un Champa, puisque au final investir 5 d'énergie pour simplement que la carte se prenne un Champa, ça peut être pénalisant. Mais la carte peut, si elle est jouée à des moments opportuns, à elle seule vous faire gagner des games, ou aussi, à ne pas sous-estimer, c'est vraiment la capacité défensive aussi de cette carte, puisque cette carte a deux effets, l'un quand vous la jouez pendant votre tour et l'autre quand vous le jouez pendant le tour adverse, et la capacité du coup pendant le tour adverse qui est de détruire une carte de combat adverse en ignorant barrière, bah, ça peut vraiment être intéressant à certains moments, et je crois que ça m'a été utile une ou deux fois pendant le week-end, puisque certes vous allez payer 5 pour faire son effet, mais derrière vous allez mettre les deux premières cartes de votre deck en énergie, du coup ça va augmenter votre nombre d'énergie, du coup ça va augmenter votre capacité défensive derrière, et vous allez normalement toujours pouvoir survivre ce tour là, et après derrière votre adversaire sera souvent un nu, puisque vous l'aurez du coup pété sa grosse battle avec laquelle il essaie de vous finir. Les super combos, les Paragus, vraiment cette carte c'est parmi les meilleurs support combos du jeu, peut-être en discussion avec Oi, mais je pense que Paragus est quand même supérieur. Il y a aussi il y a d'autres super combos qui ont le même effet. En BT9, du coup, il y a les super combos bicolores qui vont sortir. Je ne sais pas comment, quel sera le bon ratio à prendre, si on enlèvera peut-être complètement les Paragus pour mettre les C18, du coup, je pense, il me semble. Ou alors si on fait un ratio 2-2, 3-1, il faudra voir. Mais vraiment, les Paragus qui m'ont. C'est toujours incroyable. Quand on joue n'importe quel autre deck, on n'a pas ces Paragus et on fait un super combo et on pioche un, bah, on a toujours cette sensation de déception quand on est habitué aux Paragus. Il y a notamment en top 16, il me semble, quand j'étais contre un Baby. La deuxième game, contre Baby, du coup, le plan de jeu, c'est en première game, bah, vous n'avez pas trop le choix, vous devez vraiment essayer de survivre le mieux possible. Et à partir de la deuxième game, en side, je rajoute du coup un Champa. Et le but du coup contre Baby, c'était vraiment de attendre le plus longtemps possible, ne pas l'attaquer pour ne pas l'aider à se self-awaken. Et à partir du moment où il est à 3 points de vie, je l'attaque avec mon leader. Du coup, j'attaque avec mon leader, je lui lâche un Champa dessus. Je mets toute ma main en gardant 4 énergies de libre.
Et du coup, en le passant du coup ainsi de 3 à 1 point de vie, et à partir de là, je le finis sur un Android 21 que je joue depuis mes énergies ou même depuis la main s'il n'est pas dans mes énergies. Et ainsi, en le passant de 3 points de vie à 1 point de vie, je l'empêche de s'éveiller pour se défendre. Et c'est quand même une des choses qui est la plus forte dans Baby, c'est sa capacité d'éveil, qui du coup lui permet de untap 2 et de piocher 2. Et derrière, ça augmente ses cartes en main, ça augmente sa capacité de défense, ça augmente ses énergies libres pour défendre. Et du coup, voilà. Du coup, le plan de jeu, c'était de le faire passer de 3 à 1 point de vie. Et dans la game 2, en top 16 du coup, à un moment il était à 3 points de vie, j'attaque avec mon leader, j'avais je crois un Senzu en main et aucun Paragus, j'avais juste un Champa et un Senzu en main. Je fais l'effet Surge de mon leader, je pioche 2 Paragus et sur le premier Paragus je pioche encore un Paragus et encore un Senzu. Sur le deuxième Paragus je pioche 2 Senzu, sur le troisième Paragus je pioche encore un Paragus, encore un Senzu. Je pense que j'ai mis, du coup sur cette attaque j'ai mis mes 4 Paragus, mes 4 Senzu. À côté, j'ai mis plein de 5K et quelques 10K. Je pense que je suis facilement monté à une attaque à 150 000. Du coup, mon adversaire avait pas d'autre choix que de la prendre. Et derrière, bah, j'ai simplement fait mon Android 21. Et tout ça, ça a été possible grâce au Paragus qui, du coup, Paragus sur Paragus sur Paragus m'a vraiment quasiment fait pêcher toutes les cartes que j'avais besoin à ce moment-là. Euh, et du coup, en dernière carte verte, il y a aussi le Piccolo. Piccolo Drop 4 qui. Il y a certaines personnes qui sont pas fans de cette carte. Il y a notamment mon teammate Rémi qui jouait la même version que moi, ou quasiment le même deck que moi, qui est vraiment pas fan de ce Piccolo. Et je peux comprendre ça dans une méta où les contre-mises en jeu euh, sont quand même présents partout. Que ce soit en miroir contre du Bluffer, bah, le Piccolo peut facilement se faire gérer par un potentiel latent. Contre du Surge Coup, le Piccolo peut se prendre un déni d'espoir. Mais il y a quand même des match-ups où ce Piccolo à lui seul va me permettre de gérer beaucoup plus facilement ce match-up. Notamment contre du Broly bleu-jaune, qui est un deck que j'ai affronté du coup 3 fois il me semble, à Paris. Bah, le Piccolo, à partir du moment où vous arrivez à temporiser les premiers tours, et du coup vous arrivez à 4 ou 5 énergies, et vous avez l'opportunité de sortir ce Piccolo, bah ce sera beaucoup plus dur pour le joueur Broly de jouer derrière, puisque dans le Broly bleu-jaune, la plupart des cartes que vous jouez, bah, c'est des drop 3, des drop 4, ou alors même les Goku Black, du coup des drop 2, et quasiment toutes les cartes, excepté peut-être le Mira Overheal, toutes les autres cartes de combat jouées dans ce deck sont susceptibles au Piccolo. Et du coup, outre ce point, dans Broly bleu-jaune, c'est un des rares decks de la méta qui ne joue pas beaucoup de counterplay. Le seul counterplay qui joue, du coup, c'est un CBL, un soif de sang glacial. Et s'il claque déjà son CBL sur un Piccolo, moi ça m'arrange parce que du coup, il n'aura pas d'effet pour le tour, mais le tour d'après, son effet sera euh, à nouveau disponible. Et pour les tours d'après, bah, mon adversaire n'aura plus son CBL puisqu'il aura déjà utilisé sur ce Piccolo et je serai beaucoup plus libre dans mes plays. À côté de ça, le Piccolo peut être aussi intéressant contre du Hachiyak notamment, ou alors même contre du Surge-Coup qui pourra toujours jouer un petit peu autour, mais il sera peut-être à des moments forcé d'effectuer l'effet de son leader pour annuler l'effet de ce Piccolo, pour derrière pouvoir attaquer avec ses battles. Et contre Surge-Coup, le match-up est vraiment très compliqué, mais pas dans le sens négatif, c'est vraiment dans le sens où il peut aller dans les deux sens. C'est un match-up qui est extrêmement skillé, qui se joue aussi aux cartes en main. Et au CMS, du coup, j'ai fait 2 fois le match-up et c'était 2 fois contre Quentin, une fois en round 8, je crois, où il m'a 2-0. Et derrière, j'ai les 2-0 moi en top 4. Et vraiment, chacune de nos games pouvait aller dans un sens ou dans l'autre. Et du coup, le Piccolo là, qui des fois, soit il va obliger votre adversaire à jouer différemment. Et dans ce cas-là, si votre adversaire ne peut pas faire des plays optimaux, bah, c'est toujours avantageux pour vous. Et à côté de ça, l'autre possibilité, c'est qu'il pendant son tour, ils doivent utiliser l'effet de son leader pour annuler l'effet de mon Piccolo. Et là aussi, s'il utilise ses ressources, notamment l'effet de ses leaders, je vous rappelle qu'il n'y en a que 2 par partie, s'il utilise un seul juste pour
annuler l'effet de mon Piccolo, bah là aussi ça me libère beaucoup plus derrière pour moi pouvoir faire mes plays. Et l'autre carte du coup un peu touchy, un peu qui est vraiment très fort dans la méta, c'est le fou Shrouded. C'est une des cartes très fortes dans la méta, puisqu'il y a très peu de contre-mise en jeu qui la touchent, excepté Deadly Poison. Je pense qu'il n'y a quasiment pas de, de contre-mise en jeu qui peut affecter Shrouded, et c'est notamment aussi pour cela que j'en jouais deux en side, c'était pour contrer cette carte. Et moi je le jouais, bah, déjà de 1 c'est une carte qui peut être forte dans plusieurs situations, mais le match-up principal pourquoi elle était là, c'était contre tout ce qui était deck bleu ou même bleu-vert. Mon plan de jeu c'était simplement de me laisser faire descendre à 3 points de vie, et à partir du moment où j'étais à 3 points de vie, sur la prochaine attaque de mon adversaire, j'allais du coup comboter, proc mes arrivales, sortir tous mes arrivales, et avec mes Broly du coup reste les énergies adverses ou alors les défaites adverses. Si le deck adverse jouait du bleu jaune, bah, j'allais soit lui reste les énergies bleues ou alors les énergies jaunes en fonction de ce qu'il avait le moins. C'est notamment comme ça que j'ai joué le match-up contre Janemba en finale. Et derrière, à mon tour, quand ce sera à mon tour, bah, pour 6, je joue du coup le Full Shrouded et l'adversaire se retrouve dans l'incapacité d'activer ses effets, et moi je me retrouve avec un board rempli de Krillin et de Broly, accompagné de mon fou et de l'attaque de mon leader. Et du coup bah, j'avais toutes les cartes sur le board en tout cas pour essayer de finir mon adversaire à ce tour là. Du coup comme dit, c'est notamment comme ça que j'ai essayé de jouer le match-up Janemba, puisque j'ai testé une fois le match-up avant le CMS, et je me suis rapidement rendu compte que l'aggro n'était pas assez présente dans mon deck pour vraiment aller chercher sur la longueur. Du coup c'est comme ça que j'ai essayé de jouer le match-up, et ça a fonctionné pendant les 2 games de la finale puisque j'ai remporté les deux. C'est notamment du coup pour tous ces match-up bleu-vert que j'avais notamment un deuxième fou en main que je rentrais du coup comme dit principalement contre tous les decks bleus. Et du coup, les dernières cartes du deck qui sont du coup tout le package jaune, où on avait du coup un ratio de 2 de 3 Gori drop 2 et de 3 Champa drop 3, qui faisait du coup un ratio de 6 cartes de combat jaune avec laquelle je pouvais comboter à 5000, puisque je jouais 2 arrivales différents dans mon deck, qui étaient du coup le Krillin et Android 18, et à côté de ça les Broly SS, qui nécessitaient du coup tous les deux des combos rouge, absolument pas rouge, vert et jaune pour pouvoir proc la rivale. Dans mon deck, je jouais en vert du coup les Vegeta, les Paragus et les Piccolo, qui étaient largement suffisants, et du coup je devais avoir un ratio de jaune nécessaire, déjà pour pouvoir charge, puisque mon but en énergie c'était principalement avoir du vert avec si possible du bleu, notamment via les bicolores, et la plupart du temps une seule énergie jaune. Et pour ne pas devoir mettre une énergie jaune en mode inertie, bah, l'intéressant c'était bien sûr de charge une énergie jaune monocolore. Du coup avec ces 6 cartes, je devais tout le temps les avoir déjà une en main pour charge et une autre avoir en main pour pouvoir proc mes arrivales. Et du coup le Goku Gori qui permet de piocher 2 quand on l'envoie de la drop vers la war, ce qui était très intéressant puisque dans la méta il y a beaucoup de match-up qui se jouent sur la longueur, où c'est vraiment le plus important, c'est de garder un bon CA. Et le Goku Gori qui est aussi une très bonne réponse face à Gogeta Drop 7, qui était quand même une carte qui était jouée notamment dans Search Coup ou alors dans certaines variantes Piccolo Gogeta. Et à côté on retrouvait le Champa qui était toujours bien pour pas éliminer, mais en tout cas pour amoindrir certaines menaces pendant un tour. Ça reste une réponse qui coûte seulement 2 énergies et qui nous fait piocher une carte aussi, et c'est toujours intéressant. Tout ça du coup pour nous faciliter les arrivales, qui étaient du coup d'un côté le Krillin et Android 18. Il y avait beaucoup de joueurs qui ne connaissaient pas cette carte,
Déjà, qu'est-ce qu'elle fait? Un rival vert jaune, elle vous coûte une seule énergie verte, ce qui est intéressant, puisque dans un deck où vous allez avoir peu d'énergie jaune, le fait qu'elle ne nécessite pas d'énergie jaune pour être jouée, bah, c'est vraiment intéressant. Et du coup, quand vous jouez cette carte, vous avez le choix entre soit votre adversaire doit défausser 1, soit vous choisissez une capacité clé d'une carte de combat adverse en mode inertie et vous pouvez l'annuler. Euh, C'était notamment intéressant contre à chaque fois que mon adversaire allait essayer de me all-in sur une attaque ou avec une de ces cartes de combat, que ce soit une attaque à triple frappe ou plus, bah, il y avait vraiment très peu de joueurs qui jouaient autour de ces Krillin. Krillin Android 18, et du coup il y avait très peu de joueurs qui savaient ce qu'elle faisait exactement. Euh, à noter notamment par contre que l'effet de cette carte est obligatoire, c'est-à-dire que vous êtes obligé de faire un de ces effets, et du coup si votre adversaire n'a pas de carte de combat de laquelle vous pouvez annuler la capacité clé, bah vous êtes obligé de lui faire défausser une carte de sa main, et dans ce cas-là, si votre adversaire a Tao Pai sur le board, faites quand même attention de comment vous jouez cette carte. Et l'autre carte, qui est vraiment très très forte elle aussi, et qui sera encore jouée dans les méta prochaines, en BT9 notamment, c'est une carte qui est très forte dans tous les decks successeurs, qui est du coup la rivale Broly. La rivale Broly qui était du coup beaucoup plus connue, mais quand même pour ceux qui ne connaissent pas cette carte, quand vous jouez cette carte ou quand elle est passée en mode action par un de vos effets pendant votre tour, vous pouvez soit choisir entre détruire une carte de combat avec un coût d'énergie supérieur ou égal au nombre d'énergie adverse. Du coup ça permettait de détruire des cartes de combat adverses qui soit simplement pour reprendre la gestion du board ou alors pour annuler une attaque adverse, que ce soit par exemple avec ça vous pouvez souvent détruire n'importe quel secret. Vous pouvez aussi contre du Broly bleu jaune par exemple, vous pouvez détruire un Mira. Du coup non seulement vous annulez l'attaque, mais derrière votre adversaire ne pourra pas faire l'effet de son leader pour le restand. C'est une menace que vous enlevez du coup sur 2 attaques presque, etc. Et le deuxième effet qui lui aussi est très très intéressant et que certains ne connaissent pas complètement, puisque vous allez du coup piocher une carte et puis vous allez choisir une carte adverse et la mettre en mode inertie. Et il est bien spécifié que c'est une carte adverse et c'est n'importe quelle carte adverse. C'est-à-dire que ça peut être une carte de combat, ça peut être une énergie ou ça peut être même le leader adverse. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête. C'est quelque chose qui peut être utile dans plein de situations différentes, que ce soit notamment face à un Broly BR, un Broly cinéma. Je prends souvent cet exemple parce que c'est quand même un des match-ups que j'ai le plus affronté pendant le CMS. À un moment, je crois que c'était contre Stylian en plus en top 8. Il était à 5 points de vie et souvent quand c'est des decks agressifs comme ça, le but en tant que Piccolo c'est vraiment de retarder le plus possible son tour d'éveil. Et du coup il est à 5 d'énergie, à 5 de points de vie pardon, et pendant son tour il avait un gorille drop 4 sur le board, il m'attaque avec et je la laisse passer et du coup pendant ma phase de combo je combote de sorte à proc mon rival et je sors un Broly et avec mon Broly je vais simplement lui mettre en inertie son leader et ainsi il n'a pas pu attaquer avec son leader, il n'a pas pu faire la taille de son leader et il n'a pas pu s'éveiller ce tour là. Du coup voilà c'est vraiment le deuxième effet, le fait que vous puissiez mettre en inertie n'importe quelle carte adverse c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête et qui peut être très très fort. Et du coup à côté de ça en side j'avais un Champa qui c'est une carte qui est toujours intéressante, mais moi, comme dit, le but de mon deck, c'était quand même de garder un main deck qui est très stable, qui est fort contre quasiment tous les decks, et je trouvais que Champa et reste une carte qui est situationnelle. Certes, c'est très très fort pour finir des games, mais ça va être la plupart du temps quand même une carte qui va rester en main, que je ne vais pas pouvoir jouer la plupart du temps, puisqu'elle va juste attendre le moment opportun. Et moi étant notamment aussi, ça dépend, c'est aussi par rapport à mon style de jeu, qui est du coup un style de jeu très défensif, j'ai rarement l'utilité de Champa, et je trouvais que garder ce main deck là, avec ces ratios, me permettait d'avoir un main deck beaucoup plus constant, beaucoup plus stable, qu'en y rajoutant un Champa. De Mafuba, honnêtement les deux Mafuba, les ai rarement side-in, je les ai peut-être side-in contre du Baby. Oui, le champagne aussi, du coup,
J'ai notamment sidé surtout contre du baby. Le reste, ça dépendait beaucoup de comment je voyais le match-up, comment je sentais mon adversaire, comment je voyais. En fonction du style de jeu de mon adversaire, je décidais de le mettre ou non. Ça dépendait pas vraiment du deck. Mais surtout contre du baby, là, c'était sûr que je le mettais. Le Mafuba, ça dépend. C'est peut-être une des cartes qui peut être enlevée du side. Elle n'est pas vraiment si intéressante dans la méta. Certes, il y a beaucoup de cartes qui sont toujours intéressantes à Mafuba, mais à ce moment-là, est-ce que c'est pas juste plus intéressant de lui sortir un Goku UI ou un Champa Trickster? C'est discutable, mais voilà, la carte, elle m'a pas convaincu. Deadly Poison, euh, très très intéressant. Comme dit, elle était principalement là pour contrer les fous, drop 10. Mais c'est une carte qui peut vraiment contrer plein de choses. Elle est forte contre toutes les secrets. Peut-être à la place peut-être d'un Gokui, même si ça enleverait le nombre de cartes bleues à 5000, ce qui peut être gênant si vous voulez proc la rivale de la secret. Mais sinon, oui, le Deadly Poison qui peut remplacer ça. Au final, surtout en BT9, je pense que Deadly Poison sera encore plus fort, puisqu'il y a beaucoup de grosses cartes qui ne sont du coup pas, euh, pas touchées par potentiel latent, notamment pas tout ce qui est successeur. Bah, au final, ça va jouer avec au tour 2, tour 3, ça va vous sortir des drop 6, des drop 9. Du coup, Deadly Poison peuvent être vraiment intéressants, et je pense que en BT9, Deadly Poison pourra peut-être avoir sa place en main, que ce soit en x2 peut-être, ou peut-être même en x3 en fonction des decks qui seront joués. Gokui, j'ai déjà expliqué, c'est une carte qui a pas tout le temps son utilité, mais vraiment il y a des match-ups où à elle seule peut vraiment vous faire gagner le match-up, que ce soit contre des decks Gogeta, que ce soit contre des decks Kaioken par contre, par exemple, Kaioken qui a du coup Deflect, où là, Deadly Poison ne vous sert à rien, mais simplement votre adversaire va pour 5 jouer Kaioken, et vous, avec votre Gokui, pour 4 énergies, vous pouvez lui remonter en main, et ça vous fera toujours gagner un tour pendant lequel vous pouvez du coup essayer de tuer votre adversaire. Vegeta Cruel, comme dit, j'ai décidé de partir plus sur l'optique du Vegeta Cruel en dépit de l'optique potentielle latent, et au final ça m'a vraiment servi. Les match-ups où je le rentrais, c'était principalement contre du Broly bleu-jaune, comme je le disais, où du coup, à partir du moment où moi j'ai l'ascendant de la tempo par rapport au deck adverse, bah lui il a beaucoup de mal à revenir, et moi je vais juste constamment répondre à ses actions, et ainsi prendre le dessus sur le board et sur la main, et il aura beaucoup de mal à revenir. Tao Bye Bye. Tao Bye Bye qui était sans aucun doute l'une des meilleures cartes du week-end. Euh, C'était une carte qui peut-être avait peut-être même sa place en main tellement elle était forte. Elle était vraiment forte contre plein d'autres cartes, que ce soit contre tous les decks défausse. Déjà, il en avait, que ce soit par exemple du Piccolo Zamasu, ou du coup vous l'empêchez de défausser votre main, ou même contre tout deck jouant des contre-mises en jeu, tels des potentiels latents, ou alors des nids d'espace, etc. Et aussi, au final, le match-up où je rentrais le plus souvent mes top papai, puisque mon deck est quand même assez lourd, c'est quand même un deck tricolore, du coup, les ratios des cartes sont très durs à changer, puisque en enlevant certaines cartes, par exemple, c'est très dur d'enlever n'importe quelle de ces cartes jaunes, puisque en enlevant celle-là, vous allez baisser la ratio des cartes jaunes avec lesquelles vous pouvez combo, du coup, au fur de la partie, vous allez peut-être avoir plus de mal à proc votre rival, etc. Du coup, j'avais souvent tendance à enlever vraiment très peu de cartes, à rentrer du coup des cartes que je trouvais primordiales dans le match-up. Et Tao Pai Pai, je le rentrais du coup principalement contre tous les decks rouges, puisque Tao Pai Pai c'était très fort contre Topo, et aussi contre le Broly Drop 1 qui permet de voir la main adverse. Et ensuite, vous pouvez défausser une carte de combat de 20 000 de puissance au moins, il me semble. Mais du coup, là aussi, le Broly Drop 1 qui fait défausser du coup l'adversaire, et du coup qui proc sur Tao Pai Pai. Et la raison numéro 2, c'était Topo, notamment en top 4 contre Quentin. À la game 2, j'attaque avec mon leader, il me semble, et il me sort un Topo. Et à ce moment-là, j'avais 2 Tao Pai Pai en main. Autant vous dire que à partir de là, la game elle était finie, parce que j'ai simplement joué mes deux topos. Mes deux Tao Pai Pai, excusez-moi. J'ai attaqué avec l'un d'eux, et j'ai certes dû défausser 2 cartes via l'effet du topo de Quentin, mais derrière lui il a dû warp 6 cartes de sa main, et vraiment la game a été finie, sachant que les Mirror Surge se jouent souvent euh, au CA et à- aux cartes en main. À partir de là, je crois qu'au début de mon tour,
Vu que c'était mon tour, du coup, j'avais, il me semble, 11 cartes en main et lui en avait 13. À la fin de mon tour, j'en avais plus que 7 cartes en main, mais lui en avait plus que 5. Du coup, vraiment, à partir de là, il a absolument pas réussi à revenir, sachant qu'il a pas touché de Goku Gori qui l'aide à récupérer sa main. Vraiment, la game était finie là. Le Foot Drop 10, j'ai déjà expliqué, carte très forte dans la méta. Le Foot Drop 5, euh, qui lui peut être aussi discutable. Mais globalement, le Foot Drop 5, c'est une bonne carte qui aide à gérer le board pour peu d'énergie. C'est une carte qui est notamment intéressante contre Broly Surge, puisque je pense que Broly Surge est un des match-ups les plus durs pour ce deck. J'ai joué le match une fois, et certes j'ai gagné 2-1, mais j'ai gagné 2-1 parce que mon adversaire a fait un gros misplay à la fin qui l'a empêché de gagner, et je pense que sinon je la perdais. Et du coup, le fou qui drop 5 qui m'aidait du coup à gérer son rival Broly. À côté de ça, il m'a aussi été très utile lors d'un autre round pendant le week-end. Et c'était dès la round 1, puisque dès la round 1, j'ai affronté un des match-ups qui me faisait les plus peur, qui était Starter Broly du coup. Un deck qui peut m'agresser très rapidement dès le tour 2 ou dès le tour 3. Et c'est une carte que j'ai side-in du coup à la game 2 et la game 3. Et c'est notamment grâce à elle que j'ai pu m'en sortir. Au final, j'ai gagné 2-1. Mais je pense que la ronde 1 a été une des games les plus dures de tout le tournoi, simplement par le match-up. Et du coup, la dernière carte du side, qui était un Tenshinhan. Tenshinhan, qui était une carte qui était attendue pendant le week-end aussi. Et c'est notamment une des cartes qui m'a fait hésiter à jouer un leader bleu. Au final, je trouvais que le leader Piccolo s'en sortait assez bien face à Tenshinhan. Et au final, même dans mon deck, je n'ai pas trouvé l'utilité de Tenshinhan. Certes, c'est l'effet est intéressant quand on joue les decks bleus. À côté de ça, ça reste un 15k pour 1, ce qui est intéressant. Mais comme dit, déjà j'avais le problème de mon deck qui est très dur à manier, en termes de ratio, il y a vraiment peu de cartes que je peux sortir. Et du coup, je me voyais souvent mal sortir n'importe quelle carte pour rentrer des Tenshinhan que je trouvais au final pas si impactant dans le match-up. Et Tenshinhan, c'est surtout très fort quand votre deck impose beaucoup de pression. Notamment, je trouve quand dans un deck baby, c'est intéressant de jouer des Tenshinhan, puisque du coup, vous allez le sortir tour 2 ou peut-être pas tour 2, mais tour 3, tour 4. Votre adversaire va se retrouver avec 3 énergies et ses dimensions magiques et ses Senzu vont lui coûter une énergie. Et du coup, à partir de là, il se retrouve avec très peu de cartes, très peu d'énergie avec lesquelles il peut manier, avec lesquelles il peut travailler, et ce sera assez dur pour lui de répondre. Et en plus de ça, le 15k sera vraiment impactant à ce moment-là. Moi, à côté de ça, j'ai un deck beaucoup plus défensif, beaucoup plus lent. Et sortir un Tenshinhan à mon tour 5, à mon tour 6, voire à mon tour 7, à mon adversaire, si c'est notamment contre Janemba en finale, bah, il va avoir 5 énergies open. Je pense qu'il s'en foutra de payer 1 pour Dimension Magique si ça lui permet de contrer l'attaque. Du coup, je pense que vraiment Tenshinhan, c'était intéressant pour les decks imposant mettant de la pression, mais dans mon deck, c'était vraiment pas intéressant. Et même à l'inverse, tous les decks qui ont joué Tenshinhan face à moi, bah, ça m'a pas vraiment impacté. Comme dit, ce qui me faisait le plus chier, c'était simplement qu'il puisse jouer une 15k pour 1 très tôt dans la partie, même s'il n'en profitait pas de son deuxième effet, qui était du coup de m'empêcher de restand, mais c'est simplement le fait que ce soit une 15k pour 1, ou notamment contre un sort du coup, si tour 1 il me sort un 15k et tour 2 il me sort un gorille, bah là il peut vraiment mettre très rapidement en difficulté. Mais à côté de ça, le Tenshinhan n'était pas vraiment impactant puisque j'ai un deck extrêmement défensif, un deck qui pendant mon tour je ne fais quasiment rien, du coup je vais souvent, même quasiment tout le temps dire fin de tour alors que j'aurai encore toutes mes énergies de libre, et du coup même si mon adversaire me joue un Tenshinhan, bah, je vais avoir 5, 6, voire 7 énergies avec lesquelles je peux travailler, et il ne sera pas assez impactant. Notamment pendant les rondes, à un moment j'ai joué contre un Baby BT8 et il m'a sorti un Tenshinhan, c'était à son tour 4 ou 5, j'avais 5 énergies. Même à 5 d'énergie, j'ai aucun problème de payer 1 pour jouer un Senzu parce que final, Senzu même pour une énergie, ça reste très fort puisque ça donne 5000 à mon leader pour toute la durée du tour. Et c'est pas l'effet de Tenshinhan qui va m'empêcher de le jouer et qui va m'empêcher de profiter
de cet effet. Du coup, globalement, le deck était vraiment bien. J'ai beaucoup aimé quasiment tous les ratios. En tout cas, en main, je pense que je changerais quasiment rien. En tout cas, dans ce format. En side, il y a vraiment les Tenshinhan qui ont absolument pas leur place et peut-être même éventuellement les Mafuba qui sont discutables. Et voilà. Mais sinon, dans l'optique de la BT9, je pense que ce deck n'a pas vraiment cette place, mais il faudra en tout cas l'adapter. L'adapter, que ce soit si on veut rester sur le leader Piccolo, bah, on peut aller sur une variante bleu-verte vraiment beaucoup plus focus, centrée sur le discard de la main adverse. Ou alors, si on veut rester sur une variante tricolore, intégrer peut-être quelques cartes successeurs, principalement le successeur Super C17, où du coup on va virer certaines cartes qui n'ont plus vraiment la place dans la méta, que ce soit, je pense notamment principalement Android 21, vu qu'Hachiak ce sera, je pense, vraiment plus joué. Remplacer peut-être les Android 21 par des Super C17. À côté de ça, les Kukui et les gens d'Embash, je sais pas s'ils ont vraiment encore leur place dans la méta. Est-ce qu'il faudra pas, du coup, au lieu de Kukui, peut-être rentrer des Deadly Poison, au lieu des gens peut-être rentrer des Self Awakener, puisque bah, au final, les Self Awakener peuvent être intéressants dans certains match-ups, par exemple contre du successeur notamment, qui joue du coup les Super C17 eux aussi. Bah, si l'adversaire ne nous attaque pas et que simplement à son tour 3 ou à son tour 4 il nous sort le Super C17, il va simplement nous crit tous nos PV supérieurs à 4 et on n'en profitera pas vraiment. Du coup, peut-être inclure quelques Self-Awakener dans le deck peut être intéressant. À côté de ça, le Piccolo, est-ce qu'il a encore vraiment sa place dans la méta? Je ne sais pas. Peut-être remplacer la Secret par la nouvelle Secret Cell qui elle coûte 0 et du coup peut être plus impactante offensivement. Et aussi les Krillin et Android 18, est-ce qu'ils sont vraiment intéressants dans une optique de successeur, puisque je vous rappelle que successeur, si vous voulez par exemple jouer une carte qui a 6 énergies via successeur, bah, il faut que vous défaussiez des cartes de combat ayant faut pas que vous faites défausser, mais que vous détruisiez de votre terrain des cartes ayant pour coût total 6 énergies exactement. Du coup, le Krillin et Android 18 qui ont du coup un coût d'énergie de 4. 4 c'est un chiffre assez dur à travailler avec quand il s'agit de successeurs. Du coup, peut-être qu'ils n'ont plus vraiment sa place dans le deck. Du coup, voilà, je vais laisser quelques conseils pour que vous puissiez éventuellement envisager ce deck en BT9. On verra du coup très prochainement via les tournois US ce qui va en découdre. Du coup, moi je vais pas blablater plus que ça. Moi je vous laisse sur ça. Euh, Simplement déjà, pour finir, je voulais simplement dire que le CMS était une excellente expérience pour toute la team, notamment avec moi qui remporte du coup enfin mon premier gros event international ou même national plutôt. Cédric derrière qui fait encore top 4 au CMS, on sera pour la deuxième année de suite passé à ça de s'affronter en finale de ce tournoi. Et à côté de ça, le Rémi, Alain et Kevin Herman qui finissent deuxième en Team Wars. Ça aurait été quand même une très très belle période de leur part. Du coup, je vous laisse sur ça. Je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. À plus tout le monde. Ciao ciao.